Peu de jeux exclusivement solo peuvent se targuer d'avoir une communauté de joueurs toujours aussi active plus de 10 ans après sa sortie. Skyrim est un jeu, que dis-je, un phénomène qui cristallise toute la force du RPG sur ordinateur. Une expérience riche, diablement immersive et suffisamment ouverte pour laisser libre cours à la créativité des modeurs les plus chevronnés. Il y a clairement un avant et un après Skyrim dans le monde du RPG. Mais la licence The Elder Scrolls à laquelle il appartient semble aujourd'hui être encore tétanisée par cette dernière entrée. Comprendre sa création, son contexte de sortie, ses forces et ses faiblesses peut ainsi nous donner des pistes sur l'avenir de la licence et ce que Skyrim a révolutionné et paralysé dans le genre du RPG tel qu'il est aujourd'hui. Dans le cadre de cette rétrospective consacrée à la saga The Elder Scrolls, je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième et dernière partie qui traitera du RPG le plus vendu de l'histoire, trônant parmi les plus grands phénomènes culturels du monde du jeu vidéo. En plus de Skyrim, on bouclera cette rétrospective en beauté en parlant des derniers jeux annexes de la licence, Tezo compris, ainsi que les extensions qui ont accompagné la sortie de ce géant. Installez-vous confortablement pour conclure cette aventure et bienvenue dans XP. Cette vidéo est sponsorisée par Oli, merci à eux pour leur confiance. Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes qui propose toute une variété de gammes et de saveurs. Pour le coup, il y en a des tas, ça va de la figue de Barbarie à la Kombava, mais il y a aussi du plus classique, genre cerise, citron, etc. Bref, il y en a pour tous les goûts et j'ai pu essayer tous ces échantillons avec le pack découverte qu'ils m'ont envoyé. Le gros avantage de Oli, c'est que ça permet d'économiser pas mal de déchets. Un simple pot évite de jeter plus de 50 canettes tout en profitant d'une boisson hyper saine. Ouais, pas de sucre, pas d'arôme ni de colorant artificiel et c'est blindé d'antioxydants et d'un paquet de vitamines, en particulier dans la gamme Ice Tea. Si comme moi vous êtes des adeptes de boissons énergisantes, la gamme énergie est parfaite, surtout qu'elle contient une petite merveille, c'est la New Caf. C'est de la caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et surtout qui évite d'être complètement mort après avoir fait effet, le crash post-caféine. Franchement, la saveur Raspberry Raptor est folle, je peux que vous recommander de l'essayer. Et pour les plus sportifs d'entre vous, ou les lendemains de soirée, ça marche aussi, la gamme hydratation elle est super, c'est rempli d'électrolytes et d'autres minéraux. Je ne peux que vous recommander de commencer par le pack découverte avec le code JADENCORE5 pour profiter de 5€ de réduction sur votre commande, ce qui fait revenir le pack à 19,99€ avec un shaker. Et bien sûr, profitez d'une réduction de 10% avec le code qui s'affiche à l'écran. Toutes les informations sont dans la description et encore une fois, merci à Oli de soutenir l'émission. Des crayons, des stylos et de la peinture, voilà ce que compose le bureau couvert de croquis des artistes de Bethesda, Adam Adamovich et Ray Lederer. Adam a été recruté au studio pour travailler sur les extensions du 4e opus de The Elder Scrolls, Oblivion, tandis que Ray quitte à peine Gas Powered Games où il a travaillé sur Space Siege, la déclinaison futuriste du Diablo-like à succès Dungeon Siege. Alors que les développeurs du studio s'acharnent sur le développement de Fallout 3, Adam et Ray sont au travail sur les concept art qui donneront naissance au 5e opus de la saga de fantasy The Elder Scrolls. Todd Howard, le producteur exécutif en tête au studio, est clair, il veut une fantasy rugueuse, inspirée de Conan le Barbare et des illustrations sublimes de Frank Frazetta. Les deux artistes dessinent, encore et encore, font des propositions dans l'espoir de trouver la patte unique, identifiable et originale qui fera le sel de ce colossal projet. Et Adam et Ray terminent une esquisse qu'ils s'empressent de présenter à Todd Howard. And there was one he drew where it kind of encompassed the A-frame Nordic thing, but with stone, while forming the spine of like a dragon on a mountain. And he did it as a sketch, and it was like, bam, oh man, that is it. And then he did I'll flesh that out as a painting, and still one of my favorite images. And it's been released, you've seen it, but it's super unique. And they're both Ray and Adam very good at storytelling. And here's the pit where they would worship the dragon, and then they'd put the people in here, and this is where we'd eat it. And all of those things made it into the game.
Alors que les années 2000 arrivent à leur terme, le studio Bethesda Softworks se trouve dans une forme olympique. Non seulement le studio est fort de sa licence maîtresse The Elder Scrolls et notamment de Oblivion qui demeure un maître étalon du genre et un succès planétaire, mais surtout ils sont parvenus à ressusciter une des licences les plus prestigieuses du RPG occidental. Fallout 3 est une petite révolution dans le paysage du RPG qui profite de tout le savoir-faire du studio avec la refonte totale de son gameplay, proposant une expérience à la première personne plongeant dans l'exploration d'un wasteland grand, détaillé et blindé de quêtes. Le développement de Fallout 3 a aussi permis à Bethesda de souffler un peu et surtout de prendre un peu de recul sur leur licence de fantasy avant d'y revenir plus soudé et expérimenté que jamais. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Bethesda n'est pas un si gros studio que ça. Là où des Rockstar ou des Ubisoft ont des centaines d'employés à travers le monde, Bethesda reste, de manière relative, c'est pas une boulangerie non plus, un studio relativement modeste en effectif. Leur principale force vient de l'expérience de leurs développeurs au prix de la productivité du studio. L'avantage, c'est qu'ils savent garder leur talent longtemps, surtout quand on voit le turnover des studios concurrents et de ce fait transmettent leur savoir. Il y a une vraie culture au sein du studio depuis plus de 10 ans. Lorsque Fallout 3 est sorti, les équipes de Bethesda sont déjà à l'œuvre sur la pré-production du 5e opus de The Elder Scrolls. Le projet d'une grosse extension à Fallout 3 est donc confié à un studio de vétérans de la licence originelle de Fallout et qui avait déjà bossé avec Bethesda sur un prototype de jeu Star Trek, Obsidian Entertainment. Le titre, oui, mais vous le connaissez déjà. Vous vous en doutez, l'extension deviendra un spin-off de la série à part entière, et d'ailleurs, Bethesda laisse une énorme carte blanche au studio, bien trop occupé à cravacher sur The Elder Scrolls 5, et on vous en remercie chaleureusement. Ainsi, c'est Todd Howard qui reprend la tête du projet dans l'ambition de mixer les innovations de Oblivion avec la cohérence de Fallout 3, pour en faire un épisode ambitieux qui sera, pour sûr, très attendu. Matthew Corafano est déjà à l'œuvre avec son équipe artistique pour pondre des milliers de concept art, et les vétérans Bruce Nesmith et Kurt Coleman endossent en tandem le rôle de lead designer. Ouais, quelques têtes ont quitté le navire, dont le lead designer de Oblivion, Ken Rolston, parti chapeauter un RPG en monde ouvert, coloré, nerveux et bien trop ambitieux, Kingdoms of Amalur. Celui-là, ce sera un épisode hilarant à faire tellement sa création a été un bordel. Toujours est-il que la plupart des vétérans sont là et décident très vite du cadre d'aventure et de la direction artistique que le jeu va emprunter. He and I somehow align on the ideas of what we want to do in the next Elder Scrolls game. We both wanted something that wasn't sort of the generic fantasy of Oblivion, but wasn't as alien as Morrowind was. So we wanted to do something that had a lot more of the local culture, so we picked the Nords. We were both excited about doing Nords, but wanted to kind of mix in some of the other elements from the other provinces around Skyrim. L'idée n'enchante pas vraiment l'équipe à la base. Faut dire, jusqu'ici, Bord de Ciel est censé simplement être recouverte de neige. Mais le département artistique, très emballé par l'idée, présente des centaines d'artworks déclinant toutes les possibilités de cette région glaciale. Oui, les artistes en ont un peu marre de la fantaisie générique de Oblivion et veulent revenir à une proposition plus originale qui enchante très vite le studio, qui a carte blanche au vu de tous leurs succès précédents. Ah, et ça aide, une enveloppe de 80 millions de dollars. Combien ? Oui, ils sont pas à plaindre. Et lorsque l'idée d'inclure de gros dragons qui tâchent vient sur la table, vous imaginez que le service marketing est aux anges. C'est du pain béni pour une campagne publicitaire mystérieuse et diablement efficace. Et ajoutez les cris, une nouvelle catégorie de sorts permettant de tout dégommer devant soi. L'idée est venue avec Dune et les mots de puissance, vous savez maintenant. Et pour faire des bandes annonces qui tabassent, y a pas mieux pour vendre des galettes. On conçoit donc une carte bien plus petite que Cyrodiil, dans l'idée de la détailler beaucoup plus et de rendre les différentes régions vraiment uniques et plus compliquées à traverser avec montagnes, reliefs, etc. Histoire de rendre son exploration un peu plus sinueuse, à part si on a le cheval magique. Le premier gros chantier, c'est de mettre à jour le moteur Game Braio, qui a fait ses preuves sur Oblivion et Fallout 3. Parce que les années 2010, niveau graphisme... va falloir se mettre à la page. C'est donc le Creation Engine qui est mis en route. Il reprend l'architecture de son grand frère pour le moderniser au maximum tout en gardant ses principales forces, sa distance d'affichage, son moteur physique modulable et son système de Radiant AI donnant une routine et un éventail de réactions à tous les PNJ. Tout ça est remanié par les programmeurs et c'est surtout le système de combat et la courbe de progression qui profitent de la plus grosse refonte. Exit aussi les zooms suivis de pauses sur les visages de personnages, fini le jumpscare, et ajouté
rajouté la refonte de la vue à la troisième personne, immaniable de Oblivion. C'était l'horreur. Ah, et en parallèle, l'équipe concocte le mythique Creation Kit, un outil permettant de créer des mods facilement pour le jeu. Faut dire, ça fait depuis Morrowind que la communauté est hyper active dans ce domaine. Faut l'avouer, le kit est pas si dur à concevoir car le Creation Engine lui-même est déjà structuré comme une bibliothèque d'assets à assembler un peu comme des Lego. C'est quand même beaucoup plus commode pour ajouter des pièces sur mesure. Parmi les nouveautés, les développeurs implémentent le fameux Radiant Quest, un nouveau système de jeu dynamique permettant au jeu de créer des quêtes aléatoires à volonté, donnant ainsi au titre une durée de vie théoriquement infinie. C'est un héritage direct de Arena et de Daggerfall, les deux premiers opus de The Elder Scrolls, mais dans les faits, malgré la grosse promo dessus, il est finalement relayé au second plan au profit de propositions un peu plus pertinentes. La base du travail est de corriger toutes les critiques faites à Oblivion. Un monde un peu trop plat par endroits, tout ici devient très vertical. Un monde de fantasy un peu trop générique, on conçoit un monde épique réaliste avec une vraie identité. Un peu trop de procédural dans les donjons, tous les intérieurs sont détaillés à la main et les designers conçoivent des donjons sur mesure. Seulement 11 comédiens pour tous les PNJ, Skyrim n'aura pas moins de 70 voix différentes. Bon, les anecdotes sur la création de Skyrim, il y en a des milliers. La langue draconique créée par le regretté Adam Adamovich de sorte à ce qu'elle puisse être écrite avec des griffes. La musique à nouveau composée par Jeremy Saul qui fait chanter le thème principal par 30 gaillards démultipliés pendant le mixage. L'implémentation de dizaines de easter eggs genre la pioche de Minecraft alors que Bethesda avait collé un procès de plagiat à Mojang pour son jeu Scrolls. Bon, on va pas faire la foire au le saviez-vous ici, c'est un piège que j'essaie d'éviter dans l'émission, mais retenez juste que le savoir-faire des développeurs est indéniable et que l'ambition est de faire un best-of de la licence dans une formule graphiquement moderne, adaptée aux consoles de salon et à destination du public le plus large possible, sans renier ses forces principales. Skyrim est d'abord attendu par les joueurs pour début 2010, mais le titre est reporté à l'année suivante en raison de son ambition. Le marketing va assez facilement pouvoir faire monter la mayonnaise. On a une licence ultra attendue avec une identité forte, des cris, des dragons, le petit trailer mystérieux qui est d'abord révélé va faire l'effet d'un séisme. Surtout qu'en 2010, c'est l'émergence d'un tout nouveau support marketing absolument magique. Bonsoir, fils de The Elder Scrolls V Skyrim. Aujourd'hui c'est dimanche. Skyrim. Allez, c'est nous! YouTube explose pas mal et Skyrim est sur toutes les lèvres. La proposition paraît folle, les équipes savent qu'elles peuvent tabler sur un succès au moins similaire à Oblivion, mais Skyrim devient, même avant la sortie, un vrai phénomène de masse, parfaitement dans l'air du temps. Même si le studio a largement eu le temps et les ressources de confectionner leur jeu, le projet est si ambitieux que les développeurs courent même derrière la montre, d'autant plus que le service marketing a fixé la date de sortie à la date symbolique du 11 novembre 2011. Lorsque le jeu est assemblé, c'est assez difficile de tout rendre efficient, et surtout de penser à ce qui peut faire capoter l'expérience. One day we're in the meeting and it's pulling the cart along. We're like, okay, it's looking good, it's looking good. And the cart stops and it starts doing this and it's like freaking out. Like, oh God, now what? And then it just goes straight up. Like, what now? Come on. So someone had to go in and turn on all the console commands to see what's going on, see collision and stuff. And it turns out tiny little bee comes by sometimes. And then when it hits the cart, that's what causes it to freak out. Des milliers d'heures à tester, corriger, retester le jeu jusqu'à l'overdose. Vous comprenez, c'est la phase de crunch qui semble s'être un peu mieux passée à Bethesda que dans les autres studios, voire avec les autres projets de ce qu'on peut lire des anciens développeurs. C'est ainsi, et après bien 5 années de travail, que The Elder Scrolls V Skyrim est publié mondialement le 11 novembre 2011. Skyrim se déroule 2 siècles après Oblivion, précisément en l'an 201 de l'ère 4ème, en plein cœur de la province nordique de Tamriel, bord de ciel. L'Empire est désormais sous le joug de la faction elfique des Raslar des Talmor, et la province de bord de ciel est déchirée dans une sanglante guerre civile opposant le pouvoir impérial oppresseur et les autant autonomistes que réactionnaires sombrages. On débute donc bien endormi, quand tout à coup... Ouf, sacrée gueule de bois. Qu'est-ce que...
Allez, ça recommence. Gueule de bois donc, car on incarne un prisonnier qui s'apprête à subir une division par deux. Et avant ça, on peut modéliser sa charmante tête avant qu'elle ne soit décapitée. J'opte donc pour Aura, une femme orque que je compte bien faire tâter de l'espadon à deux mains. Alors que nos secondes sont comptées, un dragon vient foutre le bordel, et après une séquence de parcours, on parvient à s'échapper. Bord de ciel s'offre ainsi à nous, mais un bémol, et pas des moindres. Ces espèces de gros lézards volants pullulant un peu partout. La situation est donc des plus urgentes, le destin de Tamriel repose sur nous, et je vais donc de ce pas forger mes 2500 dagues de fer. On va assez vite filer un coup de main au Jarl de la cité locale de Blancherive et on se rend compte que notre personnage a le pouvoir d'absorber les âmes de dragons qu'il terrasse, ainsi que de prononcer des mots en langage draconique. Tout devient alors limpide, vous êtes un enfant de dragon, et la prophétie indique que vous êtes le seul à même de vaincre Alduin, un puissant dragon venu du passé, réveillant ses congénères et bien décidé à faire sa petite apocalypse. Bon, vous êtes convoqué par une espèce d'EHPAD en haut de la grande montagne, là, où vous apprenez tout un tas de cris rigolos, avant de vous envoyer faire quelques missions. On retrouve ainsi l'ordre des lames, bien affaibli qu'on a côtoyé dans Oblivion, puis on se met sur la piste d'un cri spécial permettant de vaincre Alduin, Fandragon. C'est le vieux dragon tout en haut de la montagne, ce bon vieux Parturnax, qui nous demande, afin d'apprendre le cri, d'aller chercher un petit Elder Scrolls, comme si ça se trouvait dans une boîte à livres. La manœuvre nous permet de vaincre Alduin une première fois, mais ce dernier s'enfuit à Sovngarn, le plan paradisiaque des Nordiques. Et vu que Sovngarn Airline n'existe pas encore, on s'en va capturer un petit dragon pour gentiment nous y amener. Et vous savez ce que ça veut dire? On sort les gros cœurs de bonhomme. Et on avance dans la brume, on rassemble quelques héros légendaires pour sortir dehors, crier un bon coup. Et enfin, combattre Alduin. Ça tombe bien, je me suis full équipé pour ce combat. J'ai mon équipement enchanté, les meilleures lames du jeu, absorber 666 âmes de dragon. Il faut bien ça, pour résister aux assauts de Alduin, le fléau des rois, le dévoreur des crabes des vases. Enfin, c'est une blague? Que dire de Skyrim qui n'a pas déjà été dit? Il partage avec The Witcher 3 la consécration d'être un des RPG les mieux vendus de tous les temps. Un phénomène culturel qui dépasse la sphère du RPG, de l'heroic fantasy et même du jeu vidéo, oui. C'est très intimidant de dresser un portrait relativement concis de ce monument et de ce moment de l'histoire du genre. Il me faudrait bien une poignée d'heures pour en lister toutes ses forces et ses faiblesses, car Skyrim est un jeu que j'ai pendant longtemps dans ma vie de joueur eu du mal à juger. D'un côté titan du jeu vidéo qui a ouvert la formule du RPG au très grand public via son monde, son immersion, sa passion pour le détail et ses innombrables qualités qu'il a su aboutir, mais d'un autre côté mené à un certain appauvrissement du genre via une synthèse pas toujours des plus pertinentes. Mais chaque chose en son temps. Skyrim, dès son introduction, nous plonge dans l'histoire de Tamriel avec un grand H. Là où Oblivion nous proposait d'incarner un individu perdu dans un monde en déclin, Skyrim vous met dans la peau d'un élu, dans une période de crise rebattant les cartes de l'univers où on devra prendre toute notre part. Rien que sur la promesse, Skyrim en jette. Les dragons, c'est genre le fantôme qui plane sur tout l'univers des Elder Scrolls depuis Daggerfall. On ne compte plus le nombre de théories de fans et d'allusions évasives sur leur puissance. Les voir au centre de la proposition est une cartouche mobilisée par Bethesda avec talent pour susciter une véritable attente et amorcer le ton dominant de Skyrim, l'épique. On a tout dans la trame principale et dans la plupart des quêtes secondaires. Héroïsme vaillant, grande destinée, combats brutaux et lourds, et tout ceci est accompagné par son excellente direction artistique. Les contrées verdoyantes de Cyrodiil disparaissent au profit d'un monde froid, désaturé aux 50 nuances de gris. Bref, c'est sans doute l'œuvre qui cristallise le mieux l'esthétique dominante de la fantasy médiévale des années 2010, le grimdark. Alors que vient de sortir la première saison de Game of Thrones, tout un paquet de péplums bien brutaux au cinéma et la série Vikings pointant le bout de son casque à cornes. Ajoutez à ça que ce ton dépasse même les frontières de la fantasy, genre c'est la fin de la trilogie The Dark Knight et les œuvres sombres, brutales et désaturées sont alors omniprésentes. Maintenant, est-ce que la dark fantasy grimdark est réellement adaptée à tout ce qui a été construit au fil des jeux The Elder Scrolls? Oui et non. En fait, c'est un peu difficile à dire. Tamriel, jusqu'ici, a été caractérisé par une grande variété de tons. Une fantaisie tolkienienne banale pour Arena, une pièce shakespearienne pour Daggerfall, un monde alien et bizarre pour Morrowind, et une haute fantasy colorée pour Oblivion. C'est pas si choquant de voir la saga s'engouffrer dans une dark fantasy sombre et brutale, d'autant moins en 2011, encore une fois. Non, le problème n'est pas tant là. Le vrai souci, c'est que la variété de tons en elle-même, elle manque assez cruellement. Alors, c'est pas absent,
On a des quêtes secondaires et des guildes qui sortent du sentier boueux, on remerciera encore une fois la diversité et la créativité des quêtes de Daedra, le cynisme de Clavicus Vile, l'aventure Lovecraftesque d'Hermeus Mora, la chasse d'Irsine ou les toujours chouettes séances de sadisme de Molakbal, aucun souci. Non, mais sorti de ces quelques exceptions, l'écriture demeure assez monotonale. Les thèmes se répètent un peu et les personnages qu'on rencontre... Je peux vous aider? Oui, sont pas des plus marquants. On reste sur un niveau d'écriture bien supérieur à la concurrence, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, surtout qu'on retrouve de Morrowind beaucoup de dualité politique et philosophique. Empire contre Sombrage, Lame contre Grisbarbe, Nordique contre Dunmer, etc. Mais la grande force de la saga a été jusqu'ici, selon moi, ce bac à sable de quêtes, d'aventures aussi premier degré qu'extravagantes, blindées de clins d'œil et de situations farfelues. Et la quantité foisonnante de quêtes procédurales pas passionnantes, les Radiant Quest, fait perdre pas mal d'identité et nivelle par le bas. La guilde des voleurs et la confrérie noire prennent à cause de ça un sale coup dans la tronche avec ses quêtes automatiques, et c'est sans parler de la guerre civile entre Impériaux et Sombrage. Quel ennui, D'autant plus que l'héritage de Oblivion est bien balayé. À part une quête impliquant l'aube mythique et une petite phrase dans la voix off de l'intro, on a un peu l'impression que l'univers de son grand frère a été foutu sous le tapis. Et ça m'avait marqué la première fois que j'y ai joué. Et puis les guildes, alors c'est bien écrit, mais vous vous souvenez que la guilde des compagnons, donc des guerriers, elle durait que 6 quêtes? Enfin, Oblivion on avait 12, et Morrowind 31. On s'est fait arnaquer. Bon, point positif, toutes les avancées formidables de Oblivion sont ici largement conservées. Une IA des PNJ complexe avec des routines précises, amenant aussi son lot de situations ubuesques, même si c'est beaucoup plus sage que son grand frère. Une beauté visuelle tout juste époustouflante avec des toundras enneigées, illuminées d'aurores boréales et de ces forêts de conifères dépaysantes, sauf pour le public canadien, ça va arrêter de vous la péter. Aussi, son world design qui revient, à mon grand regret, à la verticalité centrale de Morrowind, avec la gorge du monde, cette montagne surplombant tout bord de ciel est visible de partout. Si les différentes régions de la terre des Nordiques ne manquent pas de variété de paysages, marécages, banquises, reliefs, etc., j'ai personnellement un peu plus eu tendance à m'y perdre et d'avoir du mal à trouver des points de repère vraiment marquants. Alors oui, on a Solitude, planqué tout en haut à gauche là, les majestueuses statues de Daedra, pas faciles à dénicher, et de grandes montagnes enneigées qu'on a un peu tendance à confondre. Heureusement que la distance d'affichage d'Oblivion est encore là, mais j'ai moins été subjugué par l'architecture de cet extérieur. En outre, je ferai pas du tout cette critique aux différentes villes. Si elles ne sont pas extraordinairement nombreuses, chacune a son identité et une verticalité qui fait énormément plaisir clavier et souris en main. Les maisons troglodytes Dwemer de Markarth, la vertigineuse cité de Fort d'Hiver, la très boisée Épervine, la cité suspendue de Faillaise et évidemment l'iconique place forte centrale de Blancherive, un régal dès sa découverte. On tient là les villes les mieux conçues et mémorables de la saga, malgré leur taille relativement restreinte. 30 maisons à la capitale. Je confirme, on est bien à Gaillac. Outre ça, le jeu est juste sublime graphiquement et la qualité générale de sa direction artistique est tellement minutieuse que le jeu, même sans mode, il a ultra bien vieilli, surtout comparé à ce qui sortait en même temps. Il en va de même pour les donjons. D'un côté, ils sont terriblement couloirs, il y a trop peu de choix dans l'exploration, mais chacun est unique dans sa conception, fourmillant de milliers de détails et de machins à débusquer. Bon, après les énigmes... Ouais, c'est niveau CE1, Question système de jeu, ce que Skyrim a tout à fait bien su importer d'Oblivion avec tout son lot de feeling hyper addictif, c'est, je vous le donne en mille, son gameplay émergent. À vous les séquences Mario 64 à sauter partout, les innombrables pièges dans les donjons qu'on peut retourner contre les ennemis, et surtout l'implémentation de la mécanique au cœur de la promotion du jeu. Les cris. Les cris, ce sont des trios de mots en langage draconique que notre personnage est capable de prononcer, permettant tout un éventail de capacités. Enflammer les ennemis, faire des gros dashs en avant. Et merde, ralentir le temps, clouer les dragons au sol, et évidemment, l'iconique. Pas pour rien qu'il soit autant mis en avant dans le jeu et sa promo, c'est la quintessence de l'expérience The Elder Scrolls depuis Oblivion. Profiter du moteur physique hallucinant, encore bien meilleur que ce qui se fait aujourd'hui, faudra en parler de ça un jour, tout en tirant parti de la verticalité omniprésente en bord de ciel et dans ces donjons. Vous pouvez tout faire valdinguer, profiter du décor, créer des situations incroyables et faire pas mal de dommages collatéraux quand vous débloquez les 3 mots du cri. Franchement, c'est un aboutissement incroyable de la formule Elder Scrolls et la tangibilité de son monde. Cette promesse
promesse d'aventure émergente induite dans l'architecture du jeu. Skyrim parvient formidablement à synthétiser cet ADN de toute la saga The Elder Scrolls. Vous aurez l'ouverture et la liberté de Arena, la simulation de vie dans un monde dépaysant de Daggerfall, on y reviendra, histoire engageante, complexe et épique de Morrowind avec ce monde vivant, tangible et malléable de Oblivion. Une synthèse extrêmement intelligente, brillante même, qui prend le meilleur de ce qui fait l'authenticité et la particularité de chaque opus. Une belle synthèse quoi. Une synthèse, bien synthétique. Ouais, c'est que pour opérer cette mixture, des sacrifices sur le fond du jeu, Skyrim en fait tout un tas. Le maître mot qui est déjà à l'œuvre depuis Morrowind, c'est l'accessibilité à tout prix, à commencer par le plus évident, le saccage de l'interface. Je m'en remets toujours pas. C'est innavigable, pas clair, moche, insipide et c'est même pas fonctionnel. Putain, mais j'ai pas cliqué sur ce dialogue, mais merde. Exit aussi toute notion de construction de personnage, histoire de rendre le début de l'aventure le plus in medias res possible. Pas de classe à choisir, ni même de signe astrologique. Vous allez ici devoir débusquer des pierres pour activer son signe préféré et ainsi profiter de son bonus. Alors, ça pousse à l'exploration, ok, mais on se retrouve devant une expérience trop flexible, vu qu'on peut switcher entre les différents signes. Plus besoin de spécialisation, d'incarnation de personnage, vu qu'on peut littéralement être tout le monde à la fois, maîtriser tous les sorts, toutes les armes et être le chef de toutes les guildes. Tout faire et moins de roleplay dans un RPG, c'est jamais une excellente chose de mon point de vue. Ah, et si en effet le level scaling est mieux à des années-lumière de Oblivion, il est pas parfait pour autant, surtout quand on se retrouve à dézinguer des dragons par paquet de 8, vu que leur scaling ne suit pas du tout. Et tant qu'à parler de progression, là où on pouvait vraiment influencer nos stats dans les jeux précédents, là, le choix, il va être vite vu. Santé, magie, vigueur. Ouh! Et les différents arbres de compétences innavigables qui augmentent un peu trop légèrement les capacités, l'arbre de crochetage est littéralement une blague, on est loin de Oblivion et de ses capacités passives bien pétées. On peut faire grimper des compétences jusqu'à 100 pour les réinitialiser. Enfin, c'est d'une pauvreté assez flagrante, pas satisfaisante pour un sou et puis, à quoi bon quoi. Obligé de parler aussi du sacrifice le plus criminel de Skyrim, le système de magie. Le nombre de sorts est drastiquement réduit par rapport aux opus précédents, si bien qu'on est bridé extrêmement vite quand on se spécialise, avant de pouvoir casser ce système de la manière la moins fun possible. C'est beaucoup trop simple de réduire le coût de tous les sorts, les pouvoirs les plus puissants sont bien trop accessibles, et en abuser annihile littéralement tout sentiment de progression. Pour le coup, cette alchimie ne fonctionne absolument pas, d'autant plus quand on nous a retiré la création de sorts. Enfin, c'est quand même des fonctionnalités les plus amusantes et iconiques de la saga depuis ses débuts. Et d'autant plus qu'avec ce tournant de la saga, avec son moteur physique poussé, je peux que y voir un rendez-vous manqué. Et puis genre, les combats, c'est la lourdeur incarnée. On dégaine lentement, on frappe lentement, les ralentis sont ralenti, et si le feeling est bien là, c'est 1 million de fois plus gratifiant que dans Oblivion, pas de souci. Et la prise en main est, comparée aux autres opus, encore une fois, bien rigide. Genre, comparaison d'une simple action de dégainer dans les 4 jeux The Elder Scrolls. Bref, vous avez compris. Dans ce sens d'ailleurs, un autre système absent de Skyrim et qui manque cruellement, c'est la suppression des compétences d'athlétisme et de saut. J'ai bien conscience que pouvoir sauter plusieurs centaines de mètres ou aller à 200 km/h niveau réalisme, c'est pas ce qu'il y a de plus immersif, mais récompenser le fait de marcher, d'escalader, de nager, etc., c'était quand même une vraie motivation à l'exploration et qui tirait parti d'une des plus grandes puissances de la saga, son world design en tandem avec son moteur d'affichage exceptionnel. Là, bon, fini les sorts de lévitation, fini les recoins vraiment difficiles à accéder, l'expérience est considérablement rigidifiée et on a souvent l'impression d'être cloué au sol et de trotter pas bien vite. S'il y a bel et bien un grand nombre de sacrifices, il faut quand même noter les nouveautés bienvenues dans ce titre. Déjà la forge et l'artisanat de manière générale, couplé à la mécanique d'enchantement, c'est un ajout tout à fait à sa place, qui permet aux joueurs les plus motivés de passer des heures à façonner des armes et des armures complètement pétées. Pour le coup, je retrouve bien l'ADN de la saga ici. Bon, la cuisine c'est sympa, même si ça aurait gagné à être accompagné de mécaniques de jeu de survie un peu plus poussées, genre une barre de faim, ou même de froid quand j'y pense. Bord de ciel s'y serait vraiment prêté. En vrac aussi, j'aime beaucoup plus ce mini-jeu de crochetage. On se sent vraiment minutieux, même si ça se révèle beaucoup trop simple. Mais bref, ajouter le mariage et l'adoption, tout à fait accessoire mais extrêmement appréciable quand on sait la principale qualité de Skyrim, toute cette multitude de systèmes permettant au jeu d'atteindre une consécration.
Ça m'a frappé immédiatement quand j'ai rejoué à Skyrim pour les besoins de cette vidéo, tout en sachant l'évolution du jeu vidéo depuis les années 2010. Regardez ce qui sortait. Tous les jeux sont frénétiques, de plus en plus courts et couloirs. Même les jeux censés se déployer sur le temps long ont opéré ce tournant. Skyrim au milieu est parfaitement à contre-courant. Sorti de l'introduction, pas de frénésie scénaristique, pas de cinématique, aucune concession faite pour supporter un rythme effréné. On prend son temps, on marche, on découvre. Même si c'est sans doute le Elder Scrolls le plus frénétique de la saga, il est une anomalie dans son rythme de jeu comparé à toute la concurrence. Et c'est selon moi la principale raison de son succès. Skyrim est un jeu incroyablement à contre-temps qui parvient dans cette synthèse magique des opus précédents à immerger le joueur avec une facilité déconcertante. Que ce soit la multitude de microsystèmes dont je viens de parler pour se sentir habité bord de ciel, ou même les lentes traversées de cette carte pourtant bien petite comparée à ses aînés. Et à ce propos, que dire de la musique ? Que dire qui n'a pas déjà été dit en fait. C'est une longue série de morceaux envoûtants, hypnotiques, avec ses nappes vocales et instrumentales d'une qualité et d'un confort moelleux. Leur variété est à couper le souffle, que ce soit les majestueuses musiques calmes que vous connaissez évidemment par cœur, les thèmes de combat qui mettent les bouchées doubles pour se sentir puissant, les ballades de taverne iconiques et évidemment le thème principal pachydermique. On a rarement vu mieux et plus adapté à sa proposition dans l'histoire du RPG. Et une fois encore, ne nous limitons pas qu'à la musique. C'est un des jeux avec le meilleur sound design que j'ai pu expérimenter. Les sons sont à la fois lourds et ronds, uniques et identifiables comme créatifs et jouissifs. Absolument rien à redire à ce propos. C'est là la plus grande force de Skyrim, avoir su mêler une synthèse de toutes les forces de la saga et du genre RPG, malgré de regrettables sacrifices, avec une formule des plus grands publics, pour finalement devenir ce bijou, un de ces jeux qu'on échangerait pour rien au monde. Sa superficialité, sa synthèse par le bas des acquis de la licence et ses décisions de game design font de Skyrim un RPG en demi-teinte. Quoi qu'on en pense, mais qui a su, par son immersion visuelle et sonore inégalable, fait transporter des millions et des millions de joueurs et ouvert tout ce genre au plus grand nombre. C'est là tout son paradoxe. Skyrim marque l'avènement de la formule RPG dans les grosses productions AAA et en particulier les futurs jeux de Bethesda, tout en ayant été le fossoyeur de ses principes fondamentaux. Pour le meilleur comme pour le pire, et ce qu'il reste de bord de ciel demeurera toujours ce monde glacial et grisant, synthétisant toute la promesse de la saga The Elder Scrolls. Vous avez joué à Skyrim, votre frère ou votre sœur a joué à Skyrim, votre père a joué à Skyrim, votre grand-mère a joué à Skyrim, vous tomberez pas de votre chaise si je vous dis que Skyrim est dès sa sortie un phénomène mondial. C'est 30 millions d'exemplaires vendus, dont 7 millions dès sa sortie. C'est dans le top 20 des jeux vidéo les plus vendus et des notes de malade dans toute la presse. En plus des innombrables prix, meilleur RPG, jeu de l'année, jeu de la décennie et dans tous les classements des meilleurs jeux de tous les temps. Et du pognon, Skyrim en a rapporté tout plein. Les caisses de Zenimax débordant de partout et permettant au studio de largement diversifier ses projets et mettre en chantier un paquet de trucs. Parmi ceux qui flairent l'opportunité, c'est Obsidian Entertainment qui ont bossé sur Fallout New Vegas et qui ont bien apprécié faire des jeux moins chers pour remplir leur calendrier de Bethesda avec des titres plus narratifs. Ces vétérans du RPG, en difficulté commerciale, allez voir ma vidéo sur Dungeon Siege, ont donc approché Bethesda en leur proposant de réitérer cette alternance de studios et de projets. Un coup gros jeu canonique Bethesda et un coup petit jeu spin-off Obsidian. Sauf que New Vegas, s'il a un succès d'estime aujourd'hui, c'était une sacrée catastrophe technique à l'époque, et il semble que Bethesda ne l'ait, de manière générale, pas trop apprécié. Obsidian repart donc bredouille, en plus de leur proposition de New Vegas 2 tuée dans l'œuf. D'ailleurs, il faudra parler de la fake news concernant cette histoire de prime de Bethesda refusée à Obsidian à cause de la note métacritique. Mais bon, c'est ni le lieu ni l'endroit. Pour la communauté de fans, la sortie de ce jeu, c'est l'extase, surtout concernant les outils de modding et la facilité déconcertante d'utilisation du Creation Kit, permettant de modifier le jeu. Bon, c'est pas pour rien que c'est le jeu le plus modé de l'histoire. Ça fait plus de 13 ans qu'on a chaque jour de nouveaux skins aussi stylés que complètement débiles, des améliorations graphiques qui vont même jusqu'à bluffer les développeurs en niveau optimisation, de refonte de l'interface, des corrections majeures du système de jeu, et même, vous le savez, de projets pharaoniques, recréation des anciens jeux dans le moteur, nouvelle région de Tamriel explorable, univers alternatif créé par de vraies équipes de dev, possibilité de jouer en
coop, combat complètement transformé pour en faire presque un Souls-like, et l'IA qui permet de discuter dynamiquement avec tous les PNJ. La compétence technique et la créativité des modeurs n'a jamais été aussi déchaînée que sur Skyrim. Chez Bethesda Game Studios, comme le veut la tradition, on se penche sur la création d'une première extension, sous la forme d'un gros contenu téléchargeable. Les équipes de Bethesda en profitent pour se défouler sur une grosse game jam d'une semaine en interne, une espèce de foire au prototype, pour chercher la meilleure idée d'extension. C'est ainsi l'idée de plonger le joueur dans le monde souterrain des vampires qui convainc tout le monde à travers une aventure pouvant être jouée n'importe quand pendant Skyrim. Les designers proposent toute une déclinaison de pouvoir et de contenu supplémentaire autour de ce thème, et on décide d'imposer aux joueurs le choix de rejoindre le méchant clan des vampires ou ceux qui les pourchassent, la garde de l'aube, la Dawnguard, le titre de l'extension. Faut dire, le système de vampirisme de base dans le jeu était assez limité, ça avait pas mal frustré les développeurs quand ils créaient Skyrim. C'est l'occasion de faire un petit peu mieux. Le focus c'est histoire. Le temps de développement est assez court, donc on concentre tous les efforts sur cet aspect. Les critiques des joueurs sont écoutées, mais surtout les développeurs peuvent se faire plaisir en proposant quelque chose d'assez massif, surtout comparé aux autres petits DLC qu'ils avaient déjà en projet. The Elder Scrolls V Skyrim Dawnguard est ainsi disponible sur les stores le 26 juin 2012. Dawnguard est une extension assez intéressante et surtout très identifiable. Le ton est donné, vampire, château, chasseur de vampires et intrigue de cour. C'est une aventure relativement courte et plutôt bien rythmée qui maîtrise très bien son écriture, notamment celle de ses personnages, le seigneur Harkon, la mystérieuse et attachante Serena ou encore l'intransigeant Isran. Ouais, l'aventure réserve pas mal de bons moments, de twists et surtout une bonne rejouabilité. Ici, impossible de devenir le grand maître de toutes les factions car il faudra choisir de se ranger soit du côté des chasseurs de vampires de la garde de l'aube, soit du côté du clan de Volkliar et ainsi accéder à la principale feature de cette extension, la transformation en seigneur vampire. Ça faisait depuis Blood Moon qu'on n'avait pas eu ce genre de modification radicale de gameplay dans un contenu additionnel, même si la lycanthropie avait déjà fait son retour dans le jeu de base. Cette puissante évolution du vampirisme classique donne accès à un nouvel arbre de talent et un tas de nouveaux pouvoirs. On passe à la troisième personne et on est parti pour dézinguer tout ce qui bouge et profiter de notre super dash chauve-souris. Putain! Bon, c'est complètement pété, ça manque vraiment de contrepartie, c'est l'abus, mais au moins c'est hyper jouissif et c'est assez rafraîchissant. Surtout que niveau lore, on est servi. Entre les vampires, bien sûr, le culte de Stendarr, les elfes des neiges, les plans de l'Oblivion, si vous aimez l'univers de Tamriel, Dawnguard ne fait pas dans la dentelle. Ajoutez les nouveaux sorts, cris, créatures et armes qui enrichissent pas mal la proposition, et les ennemis un peu plus coriaces et le boss final qui a un pattern un peu plus intéressant que n'importe quel antagoniste de toute cette fichue licence. Pour une première extension courte dans la tradition de Tribunal pour Morrowind et de Night of the Nine pour Oblivion, c'est très correct, voire même très généreux. C'est un excellent exemple de ce qu'on peut attendre d'une bonne extension pour The Elder Scrolls. Un ton différent et identifiable avec un réel amour de son propre univers. Dawnguard est assez bien reçu au vu de l'identité forte et de la solidité de sa proposition. Seul souci, la version PS3 met pas mal de temps à arriver et les possesseurs de la console de Sony s'impatientent pendant plusieurs mois à cause de problèmes techniques pour l'implémenter dans le jeu de base. Après ce petit cafouillage, c'est au tour d'un petit pack de contenu qui est rassemblé sous le nom de Earthfire. Moins qu'une extension, c'est un petit DLC permettant d'acheter des terres, d'y construire sa petite maison et d'adopter une paire d'enfants pour le prix d'un menu kebab frites boisson en 2012. Putain d'inflation. Bon, The Elder Scrolls V Skyrim Earthfire, ça sort le 4 septembre 2012 uniquement sur 360 avant d'arriver sur les autres plateformes. Download Hearthfire on Xbox Live on September 4th. Earthfire, c'est pas l'extension la plus marquante de la saga. C'est un simple ajout de mécanique immersive, une espèce de boîte à outils permettant d'habiter bord de ciel de manière plus tangible. Et aussi de pouvoir arborer ses petits trophées de guerre pour draguer un max en soirée. Il est pas trop stylé mon mannequin vampire. Et ça c'est Obéclat, la classe non? L'avantage c'est que les principales qualités de Skyrim sont renforcées grâce à cette extension qui paye pas de mine. On forge de nos mains sa petite demeure, on expose ses trophées, on agence sa maison un peu comme on veut et la vie de famille est un peu plus crédible. En fait c'est littéralement la promesse de la saga Fable. On multiplie les petites features aussi inutiles qu'immersives pour les joueurs les plus friands de l'aspect simulation de vie dans un monde imaginaire. Bon, je trouve qu'on a pas mal craché sur ce DLC qui, selon moi, remplit tout à fait sa fonction. C'est la petite aventure dans la grande. Franchement, ça colle assez parfaitement avec la proposition, même si une vraie quête qui accompagnerait le contenu aurait pas été de trop.
Bon, Earthfire, c'est sympa, mais ça vaut pas une vraie grosse extension à la Blood Moon ou Shimmering Isles, et Bethesda sait qu'ils sont attendus au tournant. Une ultime extension est donc mise en chantier, à côté de patchs correctifs pour le jeu. Sauf que, quand on trifouille un peu dans les nouveaux fichiers de ce patch, justement, on peut trouver des entrées intéressantes, genre crafting _ DLC 2 Armor Nordique, ou Dragon Mounted Dual Magic. Oui, pour l'effet de surprise, on repassera, mais les joueurs lisent entre les lignes de code que Bethesda compte renvoyer le joueur sur la douce île Dunmer de Solstheim qu'on a pu visiter auparavant dans l'extension Blood Moon pour Morrowind. Aussi, on comprend facilement qu'il sera question de chevaucher des dragons. Oh waouh. Bethesda finit par lâcher la news, le 3e DLC se nommera Dragonborn, qui, comme les autres extensions, peut être joué n'importe quand dans l'aventure et démarre par l'attaque d'adeptes d'un autre enfant de dragon nommé Miraak. On est donc poussé à enquêter sur cet individu sur l'île glaciale de Solstheim, en proie à une épidémie de folie. Donc oui, on chevauchera des dragons, et on promet de nouvelles armures, armes, cris pour notre personnage. Le tout est développé assez vite, sans doute en même temps que Dawnguard, vu la quantité de trucs inclus dedans, et rentre dans un calendrier serré. On recycle même les musiques de Morrowind, bande de feignasses. Le DLC The Elder Scrolls V Skyrim Dragonborn sort donc le 4 décembre 2012, de la même manière sur Xbox 360, avant d'être sur toutes les autres plateformes. Dragonborn. Le retour à Solstheim que nous propose Dragonborn s'inscrit dans la désormais tradition des ultimes extensions de The Elder Scrolls. Un gros scénario, une ribambelle de features et surtout une nouvelle région à explorer. Les nouvelles armes, armures, créatures et objets uniques sont ici légion, dont le gros espadon trop bien que j'exhibe nonchalamment depuis le début de cette vidéo. On notera la présence d'un nouveau cri permettant ni plus ni moins que de chevaucher des dragons. Ouah, c'est tellement métal, j'ai si hâte. Le fun. L'extension ne révolutionne pas le gameplay, ni n'ajoute de manière alternative de jouer comme Dawnguard. Non, le véritable plus de cette extension, c'est le retour sur l'île de Solstheim dans la province de Morrowind. Retrouver notre ville impériale et ses vives tensions avec le peuple traditionnel des Skalls. L'intrigue troque la mainmise de Hircine à l'œuvre dans Blood Moon pour la tentaculaire emprise de Hermaeus Mora, le dédra Lovecraftien de la connaissance, pour une intrigue... oui, mais... Vous m'avez apporté ce que j'avais demandé. Une intrigue quoi. En fait, Dragonborn manque pas mal de neuf par rapport à ce qu'on a pu jouer dans la licence The Elder Scrolls. On n'a pas un ton aussi marqué que Dawnguard, l'ambition créative de Shimmering Isles, l'efficacité de Knights of the Nine, la trame captivante de Tribunal, et ça souffre pas mal la comparaison avec Blood Moon qui avait une map plus grande, plus organique, mieux mêlée à la quête principale, et qui sentait pas le réchauffer, sans mauvais jeu de mots. Bon, ça paraît un peu dur, surtout que les joueurs de Blood Moon sont pas vraiment nombreux vis-à-vis de ceux qui ont uniquement découvert Dragonborn, et qui ont pu se familiariser avec ce setting, avec cette qualité visuelle magnifique et cette ambiance morose. Mais bon, l'extension à la manière de Shimmering Isles s'adresse en particulier aux fans de Morrowind en mode « Eh, vous avez vu, on revient à Vardenfell, avec des cubes d'OMR, les armures de Kittin, la lévitation dans les maisons d'elfes noirs, clin d'œil. » Sauf que là où les Shimmering Isles étaient assez rafraîchissantes, là j'ai un peu l'impression de manger le plat de la veille, avec une quête principale très courte et pas très bien écrite, alors que c'est censé être la grosse extension. Heureusement, les séquences dans l'Apocrypha, le royaume d'Oblivion d'Hermaeus Mora, qu'on pénètre en ouvrant ces livres noirs, sont trop beaux, très créatifs, blindés de détails et d'effets de tape à l'œil. En bref, la qualité et aussi les défauts des donjons de Skyrim, conçus avec minutie, mais un peu trop linéaire. Vous l'avez compris, j'ai un avis assez mitigé sur Dragonborn. L'enrobage est super, le contenu additionnel est très appréciable, je vais pas cracher dans la soupe, et dans l'absolu, taper dans le coude du fan de Morrowind que je suis, ça peut que me parler. Mais bon, vous savez que je suis honnête, je peux pas m'empêcher d'y voir un vrai rendez-vous manqué. Je ne vois pas de vraie proposition de ton, de transformation, et cette extension regarde, à mon goût, un peu trop en arrière, au lieu de faire ce que la licence sait faire le mieux, innover et aller de l'avant. Dragonborn est reçu très positivement, le contenu est assez généreux et dès avril 2013, Bethesda annonce tourner la page de Skyrim pour se consacrer à de nouveaux projets dont la suite de leur nouvelle licence post-apocalyptique à succès. Mais du côté de ZeniMax, il n'est pas question de laisser mourir Tamriel et la société a plus d'un tour dans son sac pour maintenir la hype des joueurs, le temps qu'un Elder Scrolls 6 ne débarque. Ouais, on va parler de The Elder Scrolls Online. Mais c'est que j'aime bien la direction que ça prend. Ambitieux de review un MMO qui a déjà 10 ans par contre. Déjà 10 ans 10 ans, ouais. Attends, t'es en train de te taper l'incruste là ou je rêve? Parler à plusieurs d'un jeu multi, c'est dans le thème. Donc fais pas gaffe à moi, je vais juste m'installer là. Continue, je t'en prie. Allez, ça part. On remonte le temps jusqu'à la sortie de l'extension Shimmering Isles pour Oblivion.
La société mère Zenimax Media, pleine aux as grâce au succès de leur dernier jeu, décide de faire quelques investissements sur l'avenir en prenant des parts dans tout un tas de sociétés. Et dans le domaine du jeu vidéo, il y a une grosse niche qui attire bien l'œil des investisseurs. Ça tu l'as dit, on a tout de même WoW qui attire des millions de joueurs après ses 3 ans d'exploitation et qui sort sa première extension, Burning Crusade. Le modèle marche bien et en voyant les chiffres de Blizzard, d'autres studios décident de tenter l'aventure. On citera par exemple le studio Turbine qui ne sortira pas un, mais 2 MMO entre 2006 et 2007. Lord of the Ring Online et Dungeons and Dragons Online. Ajouter online derrière, c'est essentiel, hein. D'ailleurs, tu permets ? C'est pour de l'autopromo, c'est ça ? J'ai une merveilleuse vidéo sur DDO qui n'attend que vous. Bref, tout le monde voulait voler la vedette et le chiffre d'affaires de WoW. C'est peu de le dire et ça tombe pas plus mal parce que le studio ayant posé les bases du moteur de jeu NetTimers utilisé pour Morrowind, souvenez-vous, et à l'origine du mastodontesque MMORPG Dark Age of Camelot est un peu sur le déclin et il s'agit de Mythic Entertainment. Mythic qui a comblé la population geek avec un MMO encore joué aujourd'hui et qui remet le couvert en bossant sur Warhammer Online. Ils avaient du flair les bougres, on peut pas le nier. En 2006, Matt Firor, le vice-président de Mythic, démissionne après avoir adopté 2 enfants pour prendre une année sabbatique avant de rejoindre Zenimax. C'est moi ou t'as l'air un peu déçu genre ? J'aime bien quand il y a du drama et que ça se fait virer en hurlant à la corruption. Mais Matt, c'est trop un chic type. Zenimax saute sur l'occasion, ouvre un studio tout neuf, sobrement baptisé Zenimax Online Studios, une sacrée division composée de quelques centaines d'employés. Le projet semble relativement évident, faire un énorme MMORPG capable de tutoyer World of Warcraft, prenant place dans Tamriel. Attends. C'est là que je fais genre que je m'y connais à mort alors que j'ai joué qu'à Skyrim. Ah, bon, t'as le droit aux anti-sèches, mais sois discrète. Alors, on reste dans Tamriel, mais 1000 ans avant, les événements narrés dans Skyrim. Précisément, on se situe en l'an 582 de l'ère 2ème, même avant Redguard, c'est le jeu qui se passe le plus tôt dans la chronologie. Molag Bal, en tant que Gigabelly, est casté comme méchant principal et l'histoire se centre sur la guerre des alliances. Guerre qui implique 4 coalitions regroupant l'ensemble des peuples du continent. Ce qui est bien pratique pour rendre 9 races jouables. C'est bon, j'ai tout bon ? Oui, ça passe. L'idée du jeu stagne pas mal au début, mais le gros tas de pognon soulevé par le succès de Skyrim en 2011 pousse Zenimax à signer pour le projet un petit chèque, du genre 80 millions de dollars. Le choix du moteur est très vite décidé, il s'agira du Hero Engine, un moteur spécialement conçu pour les MMO que les collègues de BioWare Austin utilisent d'ores et déjà pour concevoir Star Wars The Old Republic. Si on est habitué aux MMO avec des univers complexes et des cinématiques travaillées, on reste tout de même sur une histoire narrée principalement via des box de texte plus ou moins denses. Tezo choisit de rester dans la lignée de ses grands frères solo en accordant une place de choix à la narration et en doublant absolument tous les dialogues. Et ça rigole pas côté casting. Aligner les noms des doubleurs suffit à booster la notoriété du jeu. Associez à ça le gameplay de Skyrim et vous avez une promesse de MMO qui en a intrigué plus d'un. Le jeu est d'abord prévu pour 2013 et finalement reporté d'une année, et les rumeurs prétendant que Tezo serait un free-to-play sont balayées. Le modèle est finalement celui d'un jeu à acheter, un peu comme Guild Wars avec des extensions régulières. Les extensions c'est bien, ça fait des belles rentrées d'argent et ça génère de la hype. Bientôt une reconversion dans le marketing, moi. Bon, je crois qu'on a fait le tour du développement, donc The Elder Scrolls Online est publié le 4 avril 2014. Dans quoi je me suis embarqué, moi ? Je préfère être honnête immédiatement, j'ai pas le plus gros pédigré en termes de MMORPG. Mon expérience se résume à une enfance viteuf avec Dofus, un perso levelé sur Neverwinter et World of Warcraft, et quand même, un The Old Republic bien torché dans tous les sens, extension comprise. Vous le comprenez, je joue MMO que lorsque ça a à peu près un lien avec des jeux solo, et j'en ai quasiment systématiquement qu'une expérience solitaire, ce qui est pas vraiment l'objectif de tout ce pan du RPG sur ordinateur, j'en conviens. Puis quand même, avec ses 8 extensions et ses dizaines de DLC, le jeu qu'on surnomme Tezo mériterait en toute logique une vidéo et une analyse à part entière. Dans le cadre de cette rétrospective, j'en donnerai qu'un aperçu. Mais bon, le MMO, c'est pas le genre de jeu dont je suis le plus imperméable, donc je me lance à corps perdu. Quoi ? Putain mais ça suffit, putain mais je l'ai payé le jeu, laissez-moi. Y a un abonnement en plus ? Bon, va falloir déjà que je mette un minimum mes griefs contre ce genre de modèle économique de côté, mais j'ai vraiment l'impression d'être harcelé comme sur AliExpress, genre lâchez-moi la veste. Oh, Tezo a vraiment pas l'air de faire dans la dentelle, surtout que le modèle économique du jeu est pas celui d'un free-to-play. Le jeu, moi je l'ai payé encore une fois, et il me semble pas que des MMO similaires, genre Guild Wars, voulaient à ce point ponctionner mon salaire. Non mais je te rassure, même du point de vue d'une nana qui passe son temps à lancer des free-to-play, je le trouve dans l'abus. Payer mon jeu pour qu'on me flexe ensuite en permanence l'abonnement et qu'on mélange le contenu gratuit avec celui payant, c'est quelque chose que je trouve limite malhonnête. Souvent, par souci de simplicité et de lisibilité, on sépare le contenu d'une nouvelle extension dans des nouvelles zones géographiques pour que le joueur ne se sente pas stoppé. Ici, dès la première zone, t'as des instances inaccessibles à moins d'acheter le pack correspondant ou de prendre un abo. C'est clairement là pour frustrer et pousser à l'achat. Puis bon,
Vu la fréquence à laquelle il le passe à 5€, autant offrir le jeu de base, hein. Tezo, c'est un MMORPG qui se distingue pas mal des autres. Déjà, niveau interface, on se rapproche d'un feeling à la Skyrim, avec la boussole, les 3 barres de santé, magie et endurance, et les différents marqueurs de quête. Le sentiment est bien là, la promesse d'un MMO Skyrimisant est pas mal remplie. Et puis, si vous aimez le lore, vous allez être servi, hein. Il y a plus de 2000 quêtes à compléter, et surtout, ce qui me rappelle les meilleurs souvenirs de Old Republic, un doublage intégral de toutes les voix, avec des quêtes qui évitent, un peu comme elles le peuvent, hein, les va tuer 10 loups ou les va récolter 30 fleurs. Niveau scénario, on sent les efforts, pareil pour les différents événements et le setting général, vraiment épique et qui donne envie de s'intéresser. Ça finit souvent en pilotage automatique, hein, surtout avec les marqueurs de quête bien précis et le monde ultra balisé. Mais bon, on va faire avec. Ah, et avoir 3 factions, l'Alliance d'Akphilante, le Pacte de Kereben et le Domaine d'Aldmeris, c'est cool, et moi aussi je préfère ça à juste 2 choix. Ah, c'est sûr que Tezo met le paquet sur la narration. Et ça, c'est plaisant, surtout quand tu prends le temps de l'explorer en solo. Avoir des quêtes bien rédigées et mémorables, c'est toujours cool pour ensuite en parler avec tes amis et se chamailler sur qui a choisi la meilleure fin quand il y a des choix multiples. Par contre, le feeling à la Skyrim de l'interface, je t'avoue que je suis pas giga fan. Les icônes de Skyrim et le style noir et blanc épuré, c'est classe. Mais je trouve pas ça très lisible. Les icônes de quêtes principales et secondaires sont extrêmement similaires par exemple. Dans un MMO où ton interface est souvent plus chargée, c'est vite galère. Ils ont clairement préféré un style épuré à un style pratique. Et jouer à plusieurs le prouve facilement. Tes équipiers n'ont pas leur pseudo d'affiché au-dessus d'eux. Alors oui, c'est plus classe, mais dans un jeu où tous les personnages au début se ressemblent avec les mêmes armures ternes, ça veut dire qu'en jouant à 3, tu sais jamais lequel de tes amis t'as en face. Et puis, on entre dans le vif du sujet, la plus grande qualité de Tezo, c'est son monde. C'est putain de beau. Les artistes ont fait un travail de fou, surtout face à la concurrence. Déjà, il y a toutes les provinces, chacune a son identité, ses architectures hyper inspirées, et surtout de vraies références au jeu canonique, sans jamais renier le moindre héritage. C'est fidèle, dépaysant, et s'en fout vraiment plein les mirettes. Mention spéciale à Tomorrowwind, formidablement bien retranscrit et modernisé, j'en reviens juste pas d'un tel niveau de minutie et de détail. Et puis le jeu récompense assez bien l'exploration, je pense rarement avoir vu ça dans d'autres MMO. Ça fourmille de partout et les quêtes se lancent aux endroits les plus incongrus. J'ai pas cette nostalgie des vieux opus, donc je peux pas parler de fidélité. En revanche, dans Tezo, Tamriel a clairement de la gueule. La zone où on rencontre un des premiers personnages principaux est introduite au travers de cinématiques et pose tout de suite une ambiance incroyable. La seule crainte que j'ai, c'est que les zones ne soient pas assez distinctes, dû à ce penchant au réalisme. Mais après avoir exploré quelques villes mémorables, je me dis qu'ils ont tout de même des années de world building sous la main, prêtes à être exploitées. Et tu sais quelle autre marque de fabrique du studio on retrouve ? La gestion de l'inventaire merdique. Déjà, les interfaces, c'est la tristesse incarnée, et puis c'est tellement, mais tellement pas pratique. Genre, on peut pas sélectionner plusieurs items en même temps. L'encombrement fait pas de cadeau, et on va passer le jeu à vider l'inventaire machinalement. Tout ça pour me forcer à payer plus d'emplacements. En fait, vous rendez le jeu pas agréable pour faire raquer. Enfin, c'est juste nul, quoi. Et puis, impossible de dropper par terre quoi que ce soit. Tous les items sont désintégrés une fois lâchés. Et bah, c'est bien con, hein. Comme je le disais sur Oblivion, la principale force de la licence Elder Scrolls, c'est avant tout la capacité de produire du gameplay émergent. À filouter, à pouvoir créer des situations inattendues. Tout ce que le genre du MMORPG essaie par-dessus tout d'éviter. Il faut absolument pas que le jeu puisse être cassé, que tout soit dans des petites cases, que rien ne déborde de l'expérience pour que strictement tout le monde ait la même et soit sur un même pied d'égalité. Et bah ça, c'est pas compatible en fait avec la promesse de liberté que Tamriel offrait. Moi, en tout cas, je m'y retrouve pas vraiment. C'est pas ce que j'attends de la saga. La fin du monde persistant avec des ennemis qui repopent toutes les 10 secondes, c'est logique, hein, c'est un MMO. Mais je veux dire, même Shadowkey avait des ennemis qui restaient en place, et pour qu'on croie un petit peu plus au monde. Et même Stormhold et Dawnstar, hein. Et je parle même pas de croiser les autres joueurs avec des montures de l'espace et 4 familiers. Oui, c'est un MMORPG, je m'y plie, mais c'est pas facile pour moi de m'y sentir impliqué. La critique des MMO qui consiste à dire comment je peux me sentir héros quand des milliers d'autres gens ont accompli la même histoire que moi, elle est bateau, je vous l'accorde, c'est pas ce que promet le genre, mais cette idée traîne toujours dans un coin de ma tête, que je le veuille ou non. J'aime bien Tezo. Les MMO dans un style action RPG, c'est toujours cool. Pouvoir s'équiper de quasi n'importe quoi pour level up la compétence correspondante et ainsi créer le personnage de ses rêves, ça offre une tonne de liberté. Mais c'est marrant d'avoir ton avis de joueur plus habitué au solo puisque clairement, Tezo fait tout pour reprendre des concepts de jeu solo, alors qu'on est sur un MMO. Par exemple, le système de vol. Dans Skyrim, c'est intéressant de dépouiller sa victime et revendre tout son butin pour s'enrichir ou même trouver du stuff unique assez facilement. Mais sur un MMO, on a une économie fragile à maintenir. Un pan important de la communauté repose sur le craft ou encore le loot d'objets revendables et donc sur l'hôtel des ventes. Or, permettre aux joueurs de voler des choses, ça veut dire leur permettre de s'enrichir
manière beaucoup trop simplement. Résultat, tu dois limiter les joueurs et rendre le vol peu rentable. Donc, pourquoi l'inclure? C'est aussi pour ça que la présence des autres joueurs te frustre. La quête se présente comme une quête épique qui t'est adressée à toi seul. Pourtant, on passe son temps à croiser d'autres joueurs qui accomplissent les mêmes choses. La portée épique en prend un sale coup. Mais dans les faits, les MMO tendent de plus en plus vers des expériences solo. Donc, ça me choque pas du tout que tes hôtes tentent d'exceller dans une aventure individuelle pour la phase de leveling. Tant qu'il y a des défis au niveau maximum nécessitant une réelle cohésion de groupe et de l'entraide, avoir un arc narratif plus étoffé, ça reste un point fort pour moi. Au moins, Tezo, c'est un MMORPG qui se démarque beaucoup plus des autres. On est loin d'un clone de World of Warcraft. Si vous aimez le lore de Tamriel, c'est un incontournable, sa façon vous le savez déjà, et les adeptes de PvE, de tabassage d'ennemis non-joueurs, s'y retrouveront forcément aussi. Je suis pas rentré dans les histoires de PvP, de campagne et de guildes, ça c'est pas le sujet de la rétrospective, mais pour le reste, c'est une proposition qui a son public. Je m'en fais juste franchement pas partie. Genre, tu veux pas abandonner toute vie sociale en te plongeant dans un univers qui te demande d'accomplir des délices et de suivre avec assiduité les updates pour pas finir à la traîne? Ces joueurs qui veulent pas plonger tête. Allez, merci, salut, merci. The Elder Scrolls Online subit une sortie assez chaotique. Pas mal de joueurs rencontrent de nombreux bugs, problèmes dans l'économie du jeu et qui en résulte un faux départ assez gênant. Heureusement, dès l'année suivante, tout ça est corrigé et le jeu reçoit encore aujourd'hui de régulières mises à jour avec des extensions, des chapitres débloquant de nouvelles zones du jeu. Bref, c'est un MMO qui a fait son chemin et qui souffle ses 10 bougies. C'est pas le cas de beaucoup d'autres. Skyrim, lui, devient la vache à lait parfaite de ZeniMax qui se met à ressortir le jeu très régulièrement à n'importe quelle occasion. Déjà, la traditionnelle Legendary Edition regroupant le jeu de base et les extensions, puis 3 ans après une spéciale édition avec une petite upgrade graphique pour la nouvelle génération de consoles et la possibilité d'acquérir des mods payants. Alors, c'est tout un débat que je vais pas trancher ici, mais la polémique, elle a bien eu lieu, et ça a finalement été retiré. Et puis on a une version Switch différente, bon ça c'est à peu près logique, et une very spéciale édition pour une adaptation pour Alexa, l'assistant domotique d'Amazon, pour jouer à Skyrim sur son réfrigérateur connecté. Bon allez, c'est rigolo, à la limite, avant qu'on voit arriver en 2021... une anniversary édition pour les 10 ans. Foutage de gueule quoi. Surtout que bon, c'est juste une version avec quelques mods intégrés pour 50€, ou une upgrade de sa version pour 20 balles. Enfin, faut pas se foutre de la gueule du monde quoi. Vous comprenez, l'amour des fans pour la saga se heurte un peu plus au choix mercantile de ZeniMax et de Bethesda après la sortie de Skyrim, même si on a vu que dès Oblivion, ça sentait déjà un peu le roussi. Et bon, allez, quitte à finir cette rétrospective en beauté, autant ouvrir le chapitre des projets à la con. Les projets à la con, c'est cette ribambelle de petits jeux des Elder Scrolls qu'on se farcit depuis quelques années, alors que la licence Elder Scrolls ne tient que grâce à Tezo et l'espoir d'avoir un 6ème épisode avant d'avoir sa retraite à taux plein. Alors, c'est donc un type de chez Bethesda Softworks qui a regardé les chiffres de vente du jeu de cartes compétitif de Blizzard Hearthstone et qui s'est dit « ce serait pas novateur de faire un concurrent, en voilà une bonne idée, personne s'est jamais cassé les dents dessus !» Mais ce type a de l'influence, surtout quand il s'agit de faire du pognon. Donc Bethesda mandate les Californiens de chez Direwolf Digital pour faire un jeu de cartes à collectionner free-to-play dans l'univers de Tamriel. Le projet est baptisé The Elder Scrolls Legends car on essaie d'y incorporer de petits scénarios racontant des histoires légendaires de ce charmant monde de fantasy. Un an de développement plus tard, Direwolf a bien travaillé sur le projet et fait en sorte que tout ça puisse être joué sur PC comme sur mobile, et on prévoit tout un calendrier de suivi, d'extensions et de nouvelles cartes. Bref, on s'attend à un carton. Bon, c'est sorti il y a trop peu de temps pour avoir des informations un peu croustillantes, mais toujours est-il que le jeu est lancé bien vite, dès le 9 mars 2016. Legends. The Elder Scrolls Legends, c'est une tentative de Bethesda de créer une déclinaison de Hearthstone. Bon, c'est assez loin d'être mon genre de jeu de prédilection. Je vous avais prévenu, mais pour en avoir essayé un bon paquet, comment ce jeu de cartes précis se débrouille. Première chose à préciser, Elder Scrolls Legends a vu son développement stoppé par Bethesda en décembre 2019, donc si j'y ai bel et bien joué à l'époque de la sortie du jeu, j'ai repris le titre pour cette rétrospective dans une version relativement figée et désertée. Même si bon, ça empêche pas la crise d'angoisse quand on lance le jeu. Laissez-moi tranquille. Elder Scrolls Legends propose à travers une poignée de scénarios en solo de retracer les aventures des différents héros de Tamriel, des histoires déjà recensées dans des livres consultables présents dans les jeux canoniques. Donc vous aurez dans le cadre de cinématiques d'une trentaine de secondes l'histoire de la guerre entre l'Empire et le domaine Aldmeri, des histoires de confréries noires, de Dwemer en Morrowind et un petit retour dans les Chivalry Guys. Sauf que, les copains, si vous voulez jouer à ces 3 dernières, va falloir passer à la caisse. 20 balles ? Par campagne ?
Putain, mais vendez le jeu, faites pas semblant. Bon, au moins ça permet de se familiariser avec les différentes stratégies et les decks du jeu. C'est du prétexte, mais dommage de pas avoir saisi l'opportunité de faire quelque chose de sympa et différent. Ce pourquoi on joue à un jeu de cartes, c'est pour la mécanique du dit jeu de cartes. Donc qu'est-ce que Legends propose de différent de sa concurrence? Eh ben, une fois son deck composé, on commence avec 3 cartes et un système de points de magie à la Hearthstone qui augmente de 1 chaque tour, qui permet d'invoquer des cartes de plus en plus puissantes. Aussi, le plateau est divisé en 2, nos monstres ne peuvent combattre que les ennemis de leur côté, avec une mécanique de déplacer les cartes pour pimenter la stratégie, sachant qu'il y a qu'un nombre limite de monstres invocables. En fait, c'est vraiment beaucoup trop similaire à Hearthstone. Si le jeu ne manque pas de profondeur, avec des combos intéressants à composer, eh ben, en quelques heures on a fait le tour sans en retirer grand chose. Le jeu a tout d'un clone pas vraiment innovant, et donc ne donne pas envie de s'y investir, surtout aussi déserté qu'il est aujourd'hui. Quand même, quelques points positifs, déjà les illustrations de cartes sont pas mal du tout, quand on ajoute le bon doublage français au mode histoire, c'est un plaisir pour les yeux et les oreilles. Ça respecte bien l'esprit de la licence, les musiques sont très correctes, pareil pour le sound design qui reprend de nombreux effets sonores propres à la saga. Bon, je suis un peu méchant, soit, surtout que je pense que le jeu avait du potentiel si il avait été suivi par Bethesda qui a arrêté de développer le jeu très vite. C'est un peu dommage. Tout au mieux, je le vois comme un goodies pour fans de The Elder Scrolls, un goodies pour CSP+, parce que 20€ les 11 cartes, mais vous êtes vraiment de sales. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les joueurs de The Elder Scrolls Legends ont pas été au rendez-vous. Direwolf Digital sort quelques extensions avant de se retirer du projet un an plus tard. Et c'est Sparky Pants Studio qui prend le relais pour une simple mission de maintenance du jeu. Il y a des mises à jour qui sabotent un peu l'interface, puis un an après, Bethesda Softworks annonce cesser la maintenance du jeu et la confection d'extensions. Legends se vide de ses joueurs, faute d'actu, et demeure aujourd'hui un jeu mort-vivant. Avant de ressortir en Asie en 2020 et d'être annulé. Puis de lancer un projet de spin-off The Elder Scrolls Legends China spécialement pour le marché chinois en 2023, se prendre la censure du pays dans la tronche et d'être annulé. Bref. À cette époque, pour le coup, j'ai très bien suivi l'actualité de la saga, et Bethesda vient alors de sortir Fallout 4 depuis 2 ans. On sait qu'un certain RPG de SF, Starfield, est en production, mais on attend tous depuis 6 ans un Elder Scrolls 6, un trailer, quelque chose, sachant que c'est le temps qui a espacé Oblivion de Skyrim. Au salon de l'E3 2018, Todd Howard débarque et nous annonce « And it's in the other franchise that you love from us. It is called The Elder Scrolls Blades. » Ouah, le public! C'était un vrai ascenseur émotionnel de la haine. Surtout que juste avant ça, on a eu le droit à un des plus grands moments de malaise de l'histoire de l'E3. I read on the internet that our games have had a few bugs. I did. I read it on the internet, so it's true. And that sometimes it doesn't just work. Oh ouais, 2018, c'est le pic de la détestation de Todd Howard et de Bethesda. Entre le lancement catastrophique de cette blague qu'est Fallout 76, les déclarations lunaires et les différents mensonges accumulés, heureusement, on a fini par avoir notre fameux teaser pour The Elder Scrolls 6. Mais presque en guise de pardon, hein, parce que ce trailer a du coup littéralement 6 ans. Alors, The Elder Scrolls Blades, hein, parlons-en. Le smartphone c'est quand même bien pratique, surtout pour y développer des jeux moins chers et faciles à monétiser grâce au système de microtransactions. Je pense que vous êtes pas sans le savoir. Ainsi, une subdivision de chez Bethesda Game Studios s'est formée pour créer des jeux spécialement pour ce support et adapter les grandes licences du studio. Le premier titre a été Fallout Shelters, un jeu de gestion ayant accompagné la sortie de Fallout 4, et le producteur de ce petit jeu, pas si pire au demeurant, se nomme Craig Lafferty. Et Craig, il s'est rendu compte qu'en plus des mécaniques de gestion, les systèmes de RPG semblaient s'implémenter assez facilement sur le support, ce qui l'a poussé à proposer puis réaliser avec son équipe un nouveau jeu pour smartphone estampillé The Elder Scrolls. Le focus est mis sur le gameplay, il faut que le feeling soit là, et surtout qu'il soit adapté au casque VR, un véritable horizon pour le studio. Le cross-platform est au centre du projet, hein, ça doit pouvoir se jouer autant sur téléphone, sur Switch que sur Oculus Rift, et le studio choisit d'en faire un free-to-play avec du contenu payant dans le jeu. Blades se déroule en l'an 180 de l'ère 4ème, juste avant Skyrim. On y incarne un ancien membre de l'Ordre des Lames qui se retrouve dans une ville en ruine et c'est à nous de la reconstruire avec nos petites mémines. The Elder Scrolls Blades paraît ainsi après un accès anticipé d'1 an le 12 mai 2020. Allez, on est reparti, hein. Bon, on va essayer de prendre Blades pour ce qu'il est et essayer de mettre de côté tous les griefs possibles contre les jeux mobiles modernes. Tous mes préjugés, restons calmes.
Putain, mais c'est un sketch là. Non mais quand même, le modèle free-to-play avec des coffres dans tous les sens, les monnaies différentes entre les gemmes et les pièces d'or, où toute expérience est bridée et considérablement ralentie pour pousser à l'achat, putain mais c'est vraiment insupportable. Bon, The Elder Scrolls Blades est un jeu d'action très simple qui propose de rebâtir une ville à l'aide de ressources qu'on va chiner dans les donjons et autres niveaux couloirs affronter de nombreux ennemis. Ces derniers ont des résistances et des points faibles, donc il va falloir utiliser la bonne arme et attaquer sous le bon angle. La prise en main sur smartphone n'est pas si pire, hein, il faut caler son attaque au bon moment au bon endroit avec une arme soigneusement choisie. Il y a un côté un peu The Witcher assez cool dans les stratégies et les niveaux sont franchement très beaux, c'est bluffant, on a vraiment l'impression d'avoir un Skyrim de poche. Alors c'est couloir sur couloir, aucune place donnée à l'exploration, quand même c'est la principale identité de la licence et la merde lumineuse, mais putain, mais dans ces espèces de lignes droites là. Ah ouais, c'est un vrai manqué cette fusion entre un city builder et un dungeon crawler. D'un côté, la construction de la ville est lente, sur des rails, blindée de microsystèmes envahissants et chronophages pour rien, et d'autre part, l'exploration de donjons est linéaire, beaucoup trop dirigiste. Le jeu joue presque à ta place en fait, et le seul sentiment de récompense, c'est l'ouverture de coffres quoi. Le cœur du jeu reste les combats à l'épée qui sont assez maniables et offrent un feeling pas si pire, mais la simplicité lamentable des combats aide pas vraiment à s'investir. Franchement, si vous cherchez autre chose que le plaisir du casino, passez votre chemin quoi. C'est pas ma cam, je trouve même que c'est un jeu plutôt merdique. Mais j'ai relevé quand même d'excellents points dans tout ça. Déjà la création de personnages, elle est très complète, fidèle à la licence et offre pas mal de variété. Pareil pour la progression du personnage, c'est du classique qui s'est resté efficace avec ses différents arbres améliorés qui poussent à se spécialiser. Puis il y a un gros effort mis sur l'histoire, les dialogues et une espèce de trame principale. Pour le coup, la musique elle est vraiment excellente, surtout pour un jeu mobile. Et de manière générale, on a réellement le sentiment de jouer à un jeu Elder Scrolls, que ce soit au niveau de la direction artistique ou de l'interface. Et puis les fonctionnalités multi sont maigres mais efficaces. La possibilité de visiter la ville de ses copains et surtout les combats en arène. Rien qui rattrapera l'inutilité de cette proposition. Aussitôt joué, aussitôt oublié. Heureusement, avec la grogne des joueurs, on a peu de chances de voir un nouveau jeu de ce calibre. Putain! Blades n'a pas le succès de Fallout Shelters, mais parvient à rentrer dans ses frais avec plusieurs millions de téléchargements. On se rapproche ainsi de notre actualité la plus récente concernant la série The Elder Scrolls. Dès 2020, le géant Microsoft a racheté la holding ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars, acquérant ainsi tout son catalogue. Bethesda Game Studios, après un retour à la saga Fallout, s'est concentré sur deux projets qui acteront la division des fans du studio. Entre le médiocre jeu-service Fallout 76 et encore plus récemment, la sortie de Starfield, leur nouvelle licence de science-fiction, leur premier jeu solo, a réellement échoué les plus grandes forces de la patte du studio, le world design, l'exploration et l'originalité de la proposition. Bethesda est aujourd'hui à l'œuvre sur The Elder Scrolls 6 alors que Skyrim est sorti il y a maintenant 13 ans. Ouais, il est très probable qu'il y ait moins de temps qui sépare Daggerfall de Skyrim qui ne sépareront Skyrim du 6e opus de la saga, histoire de remettre les choses en perspective. Avec tous ces rebondissements dans l'histoire de la saga, donner des perspectives sur son avenir est assez flou. Démarrée dans le petit bureau de Julian Lefay, la licence a traversé 30 ans d'histoire de jeux vidéo. D'abord en explosant les murs du dungeon crawler, en façonnant cette formidable simulation de vie dans un monde de fantasy, avant de s'exporter pour le plus grand public via un univers riche, complexe et unique. Puis est venue l'ère des AAA, des gros budgets et donc des gros moyens, de la performance graphique inégalée et de la création d'un monde tangible et émergent, avant de vivre son ultime consécration et créer ce monde immersif, beau et au milieu de possibilités. Ainsi est né le RPG le plus vendu de tous les temps, l'étalon de la formule open world des années suivantes, copié mais jamais égalé. Si vous êtes toujours là, c'est que vous m'avez écouté pendant des heures parler de cette saga, qui n'a aucun égal dans le monde du RPG et même du jeu vidéo. Je me permets donc d'avoir un ton un peu plus personnel. J'ai pas grandi dans une très grande ville, et comme beaucoup, quand on est passionné par l'imaginaire, on se sent souvent assez seul à avoir ce goût pour vivre une autre vie dans un autre monde. Les livres dont vous êtes le héros ont été pour moi un médium magique pour satisfaire cette envie, mais mettre la main sur un jeu comme The Elder Scrolls a eu pour effet d'une révélation, presque une obsession. C'est pourtant une expérience incroyablement solitaire, intime et presque unique à chacun, et pourtant si évocatrice et créatrice d'une communauté. The Elder Scrolls suscite depuis ses débuts une passion commune, une expérience partagée par des millions d'autres individus, où nous y avons chacun vécu nos propres aventures dans les provinces de Tamriel. On a nos héros, nos histoires, nos fous rires et nos ressentis sur son évolution. La saga vieillit avec nous, enfants ayant pu toucher du doigt cette formidable évasion, et The Elder Scrolls change au gré de l'histoire de son média. Certains partent, d'autres arrivent, les attentes changent mais une seule chose demeure, cette incroyable émulsion créative. Cette galaxie des possibles que la communauté a su proposer pour faire de cette licence plus qu'une série de bons jeux, mais un bac à sable fascinant et inépuisable. The Elder Scrolls a su créer ça et être ce tuteur dans des moments difficiles dans la vie d'innombrables joueurs.
susciter des vocations et maintenir la flamme d'une passion millénaire. La joie d'être l'espace d'un instant, qui l'on veut, dans un autre monde. Pas mal pour ce qui devait d'abord être un petit jeu de gladiateur. Comme vous le savez, Skyrim est disponible sur absolument toutes les plateformes dans tout un tas de versions. Il existe 4 éditions. Pour le moment, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle howarderie. Je vous recommande la 3e, la spéciale édition, sur PC via la plateforme GOG, pour pouvoir profiter des mods sans souci. Justement, les mods... démerdez-vous, Alors, évidemment, vous avez tout un tas de guides en ligne et d'innombrables incontournables. Mieux ranger son inventaire, ajouter des saisons, des nouvelles armes, et renforcer des dragons, etc. Parmi les mods les plus ambitieux transformant considérablement le jeu, ce serait des sujets de plein de vidéos à part entière, mais notez Underworld Shards of Order, de la même équipe que Nehrim pour Oblivion, avec un scénario de fou, Moonpass ou Elsewhere qui permet d'arpenter la province des Khajiit, et bien sûr The Forgotten City, une enquête palpitante qui est le droit à sa version standalone et beaucoup récompensée. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette 4e et dernière partie de cette grosse rétrospective consacrée à tous les jeux de la saga The Elder Scrolls. N'oubliez pas, dans la foulée de cette vidéo sortira la compilation des 4 parties de cette rétrospective, avec une genre de Director's Cut, information exclusive en plus, correction des petites erreurs que j'ai pu faire, et le tout dans une longue vidéo de plusieurs heures, et même une tier list à la fin de tous les jeux de la licence, du contenu que je vous dis pas, bref, que du plaisir quoi. Un gros merci à Izedid qui est venu m'accompagner dans l'histoire et la critique de Tezo. Izedid, c'est une youtubeuse et streameuse spécialisée dans le MMORPG avec son format phare MMO foireux, que vous pouvez que apprécier si vous êtes spectateur de XP. Ça revient sur toute une galaxie de MMORPG en décrivant leur développement, leur univers, et avec une critique toujours trop cool et pertinente. Quand la vidéo est définie, moi je peux que vous recommander d'aller voir son taf. Par ailleurs, la création de cette rétrospective me demande énormément de temps et d'investissement. En même temps, il y a un tas de jeux à tester et de la documentation à étudier. C'est pourquoi le meilleur moyen de me soutenir est de faire un tour sur ma page Patreon. Même le plus petit soutien me permet de produire indépendamment ce genre de contenu, dont la création ne suit qu'une seule règle, faire des vidéos que j'aurais eu envie de voir. Pour me soutenir, vous pouvez également liker, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Aussi, n'hésitez pas à glisser en commentaire et raconter votre expérience avec Skyrim, Tezo ou les autres jeux traités dans la vidéo. Je serai très curieux de vous y lire et n'hésitez pas à échanger entre vous. Cette rétrospective se clôt enfin, mais nous avons encore toute une galaxie de RPG et de licences à traiter. Donc à très vite pour la suite.